numéro de plus pour votre émission Face à nous, et pas des moindres, comme nous avons pris le soin depuis le début de cette émission de mettre face à vous et face à nous, d'ailleurs, des hommes de la République, de tous les bords politiques, pour effectivement nous apporter l'information sur la situation socio-politique du Gabon. Comme à l'émission précédente, vous avez eu un invité de taille. Ce soir encore, Joël Franconcoulou qui est à mes côtés. Joël, bonsoir. Bonsoir Patrick. Nous allons nous permettre de vous présenter un autre invité, mais d'abord présenter sa fiche. Vous allez d'ailleurs le découvrir tout à l'heure. Je ne vous en dis pas plus, c'est Mike Joktan, évêque. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu déjà présent à notre invitation. C'est vrai, cela n'a pas été facile du tout, mais nous avons eu la chance de vous avoir. Alors, sur ce plateau, comme je vous l'ai déjà présenté, c'est Joël Franconcoulou avec qui nous allons nous entretenir au cours de cette émission qui va durer environ 1 heure. Évêque, d'abord, que pensez-vous de la situation actuelle du Gabon ? Le Gabon est un pays en crise. Et cette crise, elle est vécue, elle est subie par la grande majorité des Gabonais. Une partie a opté pour le fameux « on va encore faire comment », mais une autre partie est en train de s'organiser de façon à pouvoir prendre son destin en main. Parce que finalement, ce qui va nous arriver doit être le fruit de ce que nous avons décidé. Voilà, le fruit de ce que nous avons décidé, mais il y a que Joël Franconcoulou doit d'abord s'entretenir avec vous sur votre engagement d'abord religieux, parce que finalement, les téléspectateurs ont bien besoin de comprendre. Évêque, je vais redire bonsoir. Maintenant, comment un jeune Gabonais qui débarque aux États-Unis a la ferme volonté de s'occuper des démunis, comment ça arrive? Est-ce que c'est inné ou bien il n'y avait pas un autre choix aux États-Unis, c'était très difficile partout et vous vous êtes dit, il faut que je rentre chez moi, je m'occupe des démunis? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque j'avais 14 ans, j'ai fait une rencontre avec le Christ. Et c'est à cause de cette rencontre que ma vie a pris une orientation différente de celle de la plupart des gens avec qui j'étais à l'école à cette époque-là. Donc je suis parti aux États-Unis parce que j'avais décidé de me mettre au service de l'Église, ou disons au service des hommes, ou disons au service de Dieu par les hommes. Et donc j'ai fait mes études aux États-Unis et j'aurais pu effectivement rester parce que j'avais quelques propositions, quelques offres qui m'étaient faites, mais l'amour que j'avais pour le Gabon et le fait que simplement je considérais que ma vie avait plus de sens au Gabon qu'aux États-Unis a motivé le fait que je rentre. Donc c'était en 1996. Maintenant, arrivé au Gabon, j'ai commencé donc par, dans le cadre de l'église que j'avais créée, j'ai été confronté à la réalité de ce que vivent les Gabonais quotidiennement. Réalité qui, à l'époque, m'avait profondément surpris. À l'occasion d'une visite chez une fidèle qui était malade, j'ai découvert par exemple qu'il y a des gens, il y a des maisons où pour manger, on fait des tours. D'abord, le repas, c'est ce qu'on appelle le... C'était la première fois que vous voyez ce genre de programmation rationnelle au niveau du dîner, de l'alimentation ou du déjeuner? Je disais café misère, c'est-à-dire de l'eau et du sucre dans lequel on trempe un petit morceau de pain. Ou parfois on prend un morceau de viande fumée qu'on essaye de faire bouillir un tout petit peu avec du sel pour donner un peu de saveur. Donc j'ai rencontré ça. Des gens qui mangent, on fait des tours. Le lundi c'est papa et maman, le mardi ce sont les filles, le mercredi ce sont les enfants. Oui,
je ne savais pas que c'était possible, je ne savais pas que ça existait. Mais là, je parle, nous sommes en 1996. 96. Autre chose que j'avais vu à l'époque qui m'avait profondément bouleversé, des enfants qui, quand on est dans la saison de pluie, doivent traverser un marécage pour pouvoir arriver à leur lieu de scolarisation. Et qui donc arrivent devant la flaque d'eau, s'il faut dire comme ça, se déshabillent, mettent leurs habits dans le sac, portent le sac sur leur tête, traversent les eaux stagnantes avant de se rhabiller, avec tous les risques de maladie, ces eaux stagnantes qui souvent se mélangent à l'eau des égouts, à l'eau des latrines. Bon, bref, j'ai été confronté à cela et ça a profondément brisé mon cœur. Et ça a ajouté quelque chose à mon engagement ecclésiastique. Le fait que de considérer que l'homme doit être pris en charge dans toutes ses dimensions. L'homme, il est à la fois esprit, âme et corps. Et les trois dimensions de l'homme doivent être prises en charge. Et une des dimensions affecte généralement l'autre dimension. C'est pour ça que parfois, lorsqu'on a faim, on a du mal à prier. Mais parfois, aussi, lorsqu'on est triste, on a du mal à manger. Vous voyez? Parce que les différentes dimensions de l'homme sont... en fait, il y a une interaction réelle. Voilà. Toutes ces dimensions sont liées. Voilà. Et face à cette tristesse, malheureusement, que vivent encore aujourd'hui certaines familles, quelle a été votre réaction, votre rapport? Mais déjà, la première chose, c'est de se dire que ce n'est pas normal. Vous savez, quand vous voyagez un tout petit peu dans le monde, comment est-ce qu'on parle du Gabon? On dit pauvre Gabon, pauvre pays riche. Parce qu'effectivement, le Gabon est un scandale géologique. Vous savez que tout ce qu'on peut citer, tout ce qu'on peut nommer, qui soit bien, okay, et qui existe sous la terre, c'est présent au Gabon. On a le pétrole, on a l'or, on a l'uranium, le fer, le niobium, le bauxite, le cuivre. En fait, toutes ces choses qui sont facteurs de richesse existent dans notre sous-sol. Donc le décalage qu'il y a entre la richesse du pays et la richesse de sa population, ce décalage est un scandale, c'est inacceptable. Donc la première réaction, c'est l'indignation. Maintenant, en tant que religieux, effectivement, j'ai organisé mon message de façon à répondre aux problèmes qui touchent les personnes, pas simplement les problèmes liés à l'avenir, c'est-à-dire quand ils seront au ciel, mais aux problèmes qui les concernent aujourd'hui et maintenant. Et puis, dans le cadre du ministère, donc de l'Église, nous avons créé une organisation qui s'appelle Mission Nissi, qui existe déjà depuis plus d'une quinzaine d'années. Et ces missions? Les missions Nissi, par exemple, aujourd'hui, nous avons à Port-Gentil une maison d'accueil pour les enfants victimes de maltraitance. Donc tous ces enfants qui subissent l'esclavage ou qui sont victimes d'abus sexuels, nous les recueillons et nous essayons de les rescolariser en attendant de les réinsérer dans la société. Quand c'est des étrangers dans la société dont ils sont originaires, quand c'est des Gabonais dans leur famille, mais en ayant vérifié que maintenant les conditions sont réunies pour qu'ils puissent être réinsérés sans risque. Naturellement, ce travail se fait en collaboration avec les services sociaux de la mairie à Port-Gentil et nous avons aussi un partenariat avec l'UNICEF, puisque vous savez que l'UNICEF s'occupe particulièrement des droits des enfants. Mais Mission Nissi ne fait pas que ça. À travers Mission Nissi, nous accompagnons aussi les personnes qui sont victimes du sida. Nous accompagnons aussi les personnes qui simplement sont très défavorisées et ont des difficultés pour se nourrir. Nous avons une banque alimentaire qui est alimentée par les dons que font nos fidèles dans les différentes églises. Nous les regroupons, nous aidons nos fidèles défavorisés et au-delà. Et puis chaque année, on essaye de choisir 1-2 arrondissements dans les différentes villes où nous sommes implantés et on essaye d'offrir un arbre de Noël aux enfants qui, sans nous, n'auraient pas de Noël parce que leurs parents ne sont pas en mesure de répondre à cette sollicitation qui arrive chaque année à la même période. Voilà. Évêque, on se rend bien compte que dans votre cheminement pour sortir de vos études, c'est justement ce souci de corriger les injustices sociales qui vous anime de bout en bout. De 1996 à maintenant, vous restez droit dans vos bottes, vous restez dans votre vision. Mais on peut bien se demander aujourd'hui, est-ce que c'est ce qui vous a emmené, étant conscient de la situation
du pays. Est-ce que c'est ce qui vous a poussé, par exemple, à accepter d'être proche de feu président Omar Bongo Ondimba, pour qui vous étiez le conseiller? Conseiller, puis directeur de cabinet adjoint. Oui, bon, déjà, il faut savoir que j'ai été nommé conseiller personnel du président Bongo dans des circonstances très particulières. Expliquez-nous. Vous savez, en 2001, il y a eu le 11 septembre. Le 11 septembre a changé complètement la façon dont les Occidentaux sont en relation avec tous les pays du monde. Parce qu'il fallait tenir compte de la donne du terrorisme. Bon. 11 septembre 2001, c'est Al-Qaïda, ce sont des musulmans. Le président Bongo était musulman. Musulman au pouvoir depuis près d'une quarantaine d'années. Bon, un peu moins. Un peu moins à cette époque. Un peu moins à cette époque, mais plus d'une trentaine d'années. Les Américains avaient du mal à imaginer que le Gabon puisse être une démocratie parce que le président Bongo était au pouvoir depuis très longtemps et en même temps, il y avait cette méfiance liée à son statut de musulman. Je pense que c'est parce que j'étais évêque, ayant fait mes études aux États-Unis, ayant pour amis les personnalités chrétiennes les plus importantes des États-Unis, qui à l'époque entouraient le président George Bush. Parce que le président George Bush, à l'époque, n'avait pas fait mystère de sa foi en Christ. Alors, à un moment donné, lorsque le Gabon sollicitait des postes dans la fonction publique internationale, il y avait des blocages. Je pense qu'on se souvient tous, notamment, de Casimir Oyemba, qui était candidat à la BAD. Bon, les États-Unis ne soutenaient pas parce qu'ils avaient un regard de défiance vis-à-vis du Gabon. Donc, quand moi, je rentre en scène, c'est pas un Bongo qui me demande, il me dit, écoute, je sais que tu as des amis parmi les grands évêques américains qui sont proches de George Bush, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui peut être fait par rapport à l'image du Gabon? Il vous appelle ou il vous fait appeler par ses collaborateurs? Non, en fait, il m'appelle, il me reçoit. Là, je pars dans le cadre d'un entretien que nous avions eu. Okay? Et c'est comme ça que je pars aux États-Unis, je n'ai aucun titre. Je rencontre mes amis, je leur explique qu'il y a besoin de considérer le Gabon comme un pays en voie de développement, où tout n'est pas parfait, mais où il y a une volonté de rendre les choses parfaites. Et que cette volonté, cette ouverture s'exprimait notamment par le fait qu'un président musulman pouvait faire appel à un évêque chrétien, c'était mon cas, pour travailler à ses côtés. Alors, question, mais quelles sont vos fonctions auprès du président? J'ai dit, je n'en ai pas. Okay? Mais simplement, il me demande de vous rencontrer, de discuter avec vous, etc. Et c'est comme ça que quand je reviens, je dis au président, monsieur le président, j'ai rencontré mes amis veulent bien faire certaines choses, mais on me demande un document. Est-ce que vous pouvez me faire un sauf-conduit ou même simplement une lettre de mission? Et c'est comme ça que le président dit, non, je pense que la chose la plus simple, c'est que je te nomme, au poste de conseiller, bon, je raccourcis l'histoire, mais que je te nomme, et on me propose donc d'être conseiller personnel, en sachant que c'était suffisamment prestigieux pour me permettre d'être rendu plus crédible devant les gens. Et d'être une voix autorisée. Voilà, avec qui je devais parler, et en même temps, ça me permettait aussi, lorsque je revenais, d'avoir un accès qui me permettait de lui rendre compte des situations que je rencontrais aux États-Unis. Donc, au départ, quand j'ai été nommé conseiller, c'était surtout dans cet axe-là. Et j'ai fait plusieurs missions vers les États-Unis pour cette raison-là. Redorer l'image du Gabon. Pour cette raison-là. Et je précise qu'à aucun moment, dans le cadre de la politique nationale, on ne m'a vu m'impliquer dans la politique nationale. Je n'étais pas au PDG, je n'y ai jamais été. Est-ce que c'est la demande qui a manqué? Non, ça m'a été demandé et j'avais dit au président Bongo que je ne pouvais pas le faire. Lorsque vous acceptez d'être conseiller spécial, je ne voulais pas le faire. Oui, à quelques années, vous devenez directeur de cabinet. Vous avez pris goût à la chose politique? En fait, à quel moment cela arrive? Mais en fait, j'ai été nommé. Ce qui s'est passé, c'est que le président Bongo m'a appelé et il m'a demandé s'il pouvait compter sur moi parce qu'il avait des besoins pour le Gabon. Et j'ai donné mon accord de principe. Et quelques temps après, j'ai été nommé. Pour dire vrai,
on ne m'a pas consulté pour me nommer directeur de cabinet adjoint. J'ai été surpris par cette nomination. Les choses pour lesquelles je devais être nommé, le président Bongo m'en avait parlé, et ce n'était pas ça. Okay? Parce que vous savez, quand vous êtes directeur de cabinet adjoint, vous êtes au service du pays, mais au travers d'un homme. Okay? Moi, quand le président Bongo m'a demandé si je voulais l'aider, c'était pour que je sois au service directement du pays. Bon, les choses se sont faites différemment, mais vous savez que dans cette période-là, la première dame était très malade. Elle est morte d'ailleurs quelques semaines après ma nomination. Et puis, quelques temps après, le président Bongo aussi, qui était malade, est décédé. Donc, on n'a pas eu le temps nécessaire pour ajuster ou réajuster les choses et pour que je puisse faire effectivement ce pourquoi j'avais été appelé. Et lorsque vous avez été nommé, est-ce qu'il vous est arrivé, est-ce qu'il y a eu une frontière entre le révérend et l'homme politique, ou bien il y avait un amalgame entre les deux à votre niveau? Mais déjà, surtout étant la présidence de la République. Mais déjà, je vais vous dire quelque chose de très simple. Dans mes églises, il y a toutes sortes de Gabonais. Dans mes églises, il y a des opposants, et dans mes églises, il y a des pédégistes. Et quand je suis à l'église, je ne fais pas de politique à l'église. À l'église, nous nous rassemblons pour prier. À l'église, c'est justement l'endroit où les différences, où les fractures de la société peuvent être effacées. Donc, à l'église, c'est l'évangile. Je ne fais pas d'amalgame. Maintenant, Mike Djoktam, en tant que personne, a un engagement citoyen. Et à cause de ma personnalité, ou disons du caractère qui est le mien, mes engagements sont toujours clairs. C'est-à-dire que je ne crois pas au fait de faire le sous-marin, de dire quelque chose la nuit et de dire quelque chose de différent la journée. Donc, mon engagement citoyen, il est clair, je l'ai rendu public, je ne m'en cache pas. Mais quand je suis à l'église, je ne fais pas d'amalgame. Je prêche l'évangile. Et si un pédégiste vient à l'église, je le reçois avec le même amour que celui avec lequel je reçois n'importe quel autre Gabonais, et je m'occupe de sa situation et de ses problèmes avec la même foi, avec la même ferveur que si c'était un de mes compagnons de l'opposition. Lorsque je parcourais votre CV, le président est décédé, vous êtes encore à l'époque directeur de cabinet adjoint, mais vous décidez de soutenir le candidat André Mbobam pour les présidentielles anticipées du 30 août 2009. Et dans votre CV, vous commencez proche d'André Mbobam. Vous êtes révérend. Est-ce que cela ne vous a pas porté préjudice dans votre église? Parce qu'il y a eu une fracture, qu'on le veuille ou pas, à un moment donné. Mais écoutez, vous savez, moi je pense que dans la vie, il faut savoir dire oui quand il faut dire oui, dire non quand il faut dire non. La valeur d'un homme réside dans sa capacité à faire des choix. Et les choix que l'on fait, on doit être en mesure de les assumer. J'ai fait le choix de ne pas soutenir Ali Bongo en 2009. Parce que, comme beaucoup de Gabonais, je pense que le Gabon n'est pas une monarchie. Ce n'est pas un trophée que Dieu a donné à quelques personnes, à une famille ou simplement à un certain groupe. Je considère que le Gabon, pour se développer et dans l'intérêt de la grande majorité, devait devenir une nation véritablement démocratique. Pas une démocratie simplement de nom, mais une véritable démocratie. Et pour moi, ça passait par le fait qu'il y ait une alternance au pouvoir. Les Gabonais ont pleuré le président Bongo. Je pense que tout le monde était surpris de voir l'engouement avec lequel les Gabonais ont pleuré leur président qui était décédé. Mais les Gabonais voulaient que Bongo reste dans sa tombe. Or, apparemment, Bongo est revenu par la fenêtre au travers d'Ali. Et pour moi, ce n'était pas acceptable. En réalité, Ali devait se soumettre à des élections libres et transparentes. S'il gagnait, j'aurais été le premier à le féliciter. C'est parce qu'il n'a pas gagné qu'aujourd'hui, je suis dans le camp d'en face. Alors, évêque, le mémorable discours de 2007, vous le précisez, il vous a fait un choc quelque part. Vous êtes un homme spirituel. Il y a nombre de Gabonais qui pensent aujourd'hui que ce discours a été un discours qui donnait des avertissements aux hommes politiques gabonais. Est-ce qu'on va assimiler
entre griffes le malheur de la situation du Gabon à cette interpellation, sinon à cet avertissement de 2007 de Feu Omar Bongo Ondimba? Bon, vous savez, le discours de 2007 me dérange un peu. Parce que quand on est président de la République, chef de l'État, on doit assumer pleinement ses responsabilités. Et il n'est pas possible, après 40 ans de règne, de se défausser en disant « qu'avez-vous fait de ce que j'ai créé pour vous », si je caricature comme ça. Donc je pense qu'effectivement le discours de 2007, c'était un peu un mea culpa du président Bongo, qui considérait qu'il avait peut-être fait de son mieux, mais qu'il y avait des choses qui n'avaient pas été faites correctement et qu'il voulait rectifier. Mais je pense que cette rectification-là aurait été possible s'il s'était remis en cause personnellement, sans accuser les autres. De quelle façon? Parce que c'était lui qui était aux manettes. Vous savez que quand on est chef, on doit être chef. Voilà. Mais un culpa public, par exemple, comme celui que votre compagnon avait fait au cours d'un des meetings en 2009. Je veux parler de André Mbaobam. Non, en fait, c'est pas tellement... Je pense qu'à ce niveau-là, c'est pas tellement les discours qui portent. Mais la volonté politique, elle doit s'exprimer par les actes qui sont posés. Déjà, l'une des choses importantes, à mon avis, qui constitue le fond du problème gabonais, c'est la mauvaise gouvernance politique. La mauvaise gouvernance politique induit la mauvaise gouvernance économique et sociale. Aujourd'hui, on a des institutions dans notre pays qui sont quasiment des organes spécialisés du PDG. Un vrai mea culpa aurait emmené le président Bongo à faire en sorte que les institutions soient fortes et qu'elles fonctionnent de façon indépendante en respectant le principe des séparations du pouvoir. Il faut du pouvoir, des contre-pouvoirs, et c'est ça en fait qui permet à la société d'être engagée dans la bonne direction. Quand on n'a pas changé ces choses-là, le pays ne peut pas aller véritablement beaucoup mieux. Aujourd'hui, quelle est la situation du Gabon? La situation du Gabon, c'est qu'on a à la tête de l'État des gens qui n'ont pas été élus. À partir du moment où ils n'ont pas été élus, ils s'en foutent totalement de ce que les Gabonais pensent et de ce que les Gabonais peuvent faire. Aujourd'hui, on est dans un pays où le bulletin de vote n'a pas de valeur. À partir du moment où le bulletin de vote n'a pas de valeur, quelqu'un sait qu'il peut être élu sans le bulletin de vote. Donc, il n'a pas de compte à rendre. Et c'est ce que nous voyons. Nous avons, par exemple, un président de la République qui a été élu et qui a dit qu'il allait construire 5 000 logements par an. Ça fait 35 000 logements sur une période de 7 ans. Au lieu de construire les logements, un matin, on s'est réveillé et on a vu les engins de l'armée aller casser les maisons des gens, sans avoir programmé les reconstructions, sans avoir au préalable construit les logements où on devrait les mettre. On peut faire ce type de choses parce qu'effectivement, quelle que soit la colère que les Gabonais peuvent avoir, pour ceux qui dirigent, ça ne compte pas, puisque ce n'est pas eux qui les installent au pouvoir. Donc, effectivement, le mea culpa aurait dû induire des changements radicaux dans la façon de faire, dans la façon de vivre. Je vais vous prendre un autre exemple qui nous pose problème, la Constitution. Vous savez, la Constitution, c'est comme une Bible. C'est un texte sacré. On ne le travestit pas, on ne le triture pas, on ne le réorganise, on ne le réarrange pas en fonction des intérêts liés à la conjoncture. Aujourd'hui, la Constitution gabonaise, elle a été modifiée combien de fois? Et les différentes modifications qui ont été faites ne vont pas dans le sens de l'avancement ou du progrès. Mais ces modifications n'ont pas été faites seulement sous le règne d'Ali Bongo. Même sous Omar Bongo, il y avait déjà des modifications de cette constitution. Mais nous étions en train de parler du mea culpa du président Bongo en 2007. Donc c'est bien de ça que je parle. Moi, ce que je dis, c'est que le président Bongo, à la fin de sa vie, avait la possibilité de prendre des décisions vraies. Il ne les a pas prises. Je le dis pour le regretter. Mais effectivement, par exemple, ces décisions en ce qui concerne la Constitution, elles auraient dû être prises. Déjà, moi, je fais partie de ceux qui pensent que les modifications importantes de la Constitution ne peuvent pas se faire autrement que par référendum. Et que parfois, le simple fait même de poser la question par référendum est indécent.
Surtout quand on sait que les modifications sont faites pour répondre à des intérêts particuliers. Voilà. Évêque, on revient toujours, on reste puisqu'on est entre l'homme d'église et l'homme politique. Alors, il y a eu deux hommes que vous avez eus en face de vous, André Baobam et Ali Bongo Ondimba. Vous dites, Omar Bongo Ondimba est sorti par la fenêtre à travers son fils, qui est actuellement au pouvoir. Est rentré par la fenêtre. Est rentré par la fenêtre, merci. Est rentré par la fenêtre et que vous le retrouvez à travers la présence de son fils au pouvoir. Il y a de l'autre côté André Baobam. Alors, mis à part le fait qu'il est le fils du défunt Omar Bongo Ondimba, qu'est-ce que vous lui reprochez concrètement? Bon, d'abord, je veux dire que le système Bongo Père et le système Ali Bongo ne sont pas exactement, ce ne sont pas des systèmes identiques. Les Gabonais, aujourd'hui, 5 ans après, ont la possibilité de comparer les deux systèmes. Je pense qu'il n'y a pas match. Okay? Quelques éléments de comparaison. C'est clair que le système Bongo Père n'était pas parfait et qu'il y avait beaucoup de choses à lui reprocher. Tout à l'heure, j'ai touché quelques points, parce que bon, en 52 minutes, on ne peut pas tout dire. Mais il est clair que le système Ali Bongo est pire, okay, que le système Bongo Père. Quelques éléments de comparaison. Mais déjà aujourd'hui, nous vivons au Gabon un recul en termes de liberté qui est phénoménal. Vous avez la possibilité de dire ce que vous voulez sur ce plateau. Mais la liberté d'expression n'est pas la seule liberté à laquelle les hommes, les êtres humains ont droit. Okay? Et encore que, je pense que je suis sur un plateau dans une chaîne privée. J'apprécierais, la semaine prochaine, avoir la possibilité de dire exactement les mêmes choses que je dis ici, okay, sur les chaînes qui sont financées par l'argent des contribuables gabonais dont je fais partie. Vous êtes donc évêque et homme politique. On a l'impression que les autres hommes religieux, on va le dire entre parenthèses, se taisent parfois sur certaines questions qui engagent parfois la nation. Est-ce que pour vous, ce silence peut être considéré comme étant un silence coupable? Mais écoutez, moi j'accepte l'idée que nous n'ayons pas tous les mêmes convictions et que nous n'ayons pas tous exactement les mêmes objectifs dans la vie. La formation que j'ai reçue me laisse penser qu'un homme d'église, ça doit être un homme proche de la vérité. Et ce que j'attends de mes collègues, les autres évêques, ce que j'attends des pasteurs, c'est qu'ils se tiennent toujours du côté de la vérité. Bon, après cette exigence de vérité, il y a une exigence de soutenir les faibles. Aujourd'hui, la population gabonaise est dans une grande faiblesse. Donc effectivement, j'aurais aimé que l'Église, nous disons les communautés religieuses, soient plus proches des Gabonais qui sont dans la souffrance. Maintenant, est-ce que tous les hommes d'Église doivent avoir un engagement citoyen, politique, comme c'est mon cas? Je dis non. Okay? Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas un engagement citoyen, un engagement politique, comme c'est mon cas, que l'on doit être silencieux face à la corruption, face à la dépravation des mœurs. Vous savez qu'aujourd'hui au Gabon, il y a une dépravation des mœurs qui est extrêmement choquante. On parle de la montée de la pédérastie, ou en fait de la pédophilie. On retrouve aujourd'hui dans nos établissements scolaires des comportements qui étaient absolument pas envisageables il y a 10 ans. On parle de partous, on parle de... Bref, il y a une dépravation des mœurs pour lesquelles l'Église ou les communautés religieuses ne peuvent pas rester silencieuses. Bon, récemment, on a été confronté au problème des crimes rituels. Le Gabon, avec sa population de 1 500 000 habitants, est le pays numéro 1 au monde en matière de crimes rituels. Je pense qu'il y a là un sujet dont les communautés religieuses peuvent se saisir pour dire le droit, pour dire la vérité, pour dire la justice. Voilà, donc c'est ça mon opinion.
Alors, évêque, vous êtes obligé de vous prononcer parce qu'on va vous poser la question là-dessus. C'est un rapport avec ce que vous venez de dire. Justement, il y a eu à l'esplanade de Sainte-Marie de Libreville les déflatés de la CNSS. Il y a eu les élèves recalés de la saison du bac 2014. Il y avait là-bas les enseignants stagiaires des écoles nationales d'instituteurs. Il y avait également là-bas les étudiants en mouvement de grève de la faim qui revendiquaient leur bourse d'études, qui revendiquaient la sortie de prison de leurs camarades incarcérés. Mais il y a eu aussi que la force publique est allée les déguerpir de là avec force. Bien. Sans que, effectivement, cela n'émeuve personne. Déjà, ce que je veux dire, c'est que j'ai rendu visite personnellement plusieurs fois à toutes ces personnes qui étaient rassemblées à l'esplanade de la cathédrale Sainte-Marie. Je leur ai rendu visite en solidarité parce que effectivement le Gabon va mal et que cette esplanade était l'expression de la crise que vivent les Gabonais. Maintenant, en ce qui concerne la façon dont ils ont été déguerpis, et qui s'est fait dans le mépris de la dignité de ces personnes, j'ai exprimé mon indignation et j'ai condamné fermement. Le deuxième volet de cette intervention, c'est que les forces de l'ordre sont intervenues dans l'esplanade, sur l'esplanade d'une église, apparemment sans avoir été appelées par l'église. Les églises dans le monde entier bénéficient d'une franchise. Et cette violation-là est bien la preuve que nous sommes aujourd'hui gouvernés par des gens qui sont sans foi, ni loi, sans limite, sans retenue aucune. Il y a des choses dans la vie que l'on doit respecter. Par exemple, on respecte la mort. Quand quelqu'un est mort, on ne fait pas n'importe quoi en présence du corps d'un mort. On ne dit pas n'importe quoi dans la présence du corps d'un décédé. Mais qu'on respecte l'Église, parce que l'Église, c'est quand même le lieu de la présence de Dieu. Et quand une Église, comme c'était le cas pour Sainte-Marie, accepte de recevoir ces gens, elle les reçoit parce qu'elle est dans son rôle. L'Église se tient aux côtés de ceux qui ont le cœur brisé. L'Église se tient aux côtés de ceux qui sont défavorisés. Et quand ils étaient là, ils ne perturbaient pas l'ordre public. Donc, voilà, je suis indigné, je suis choqué. C'est une des preuves supplémentaires que nous avons du recul en ce qui concerne les libertés dans notre pays. Ça, c'est une des sorties. On a compté en un mois, vous avez fait pratiquement une vingtaine de sorties. Est-ce à dire que véritablement, vous prenez à cœur votre rôle, hein, si on peut le dire, si on peut le caricaturer ici, d'un homme politique déjà engagé? Oui, en fait, ce n'est un secret pour personne que je suis engagé politiquement. Et je suis engagé politiquement parce que j'ai des convictions. Et je paye un prix extrêmement lourd. J'ai perdu beaucoup d'amis. J'ai perdu beaucoup de fidèles. J'ai perdu beaucoup d'argent à cause de mes engagements politiques. Je me suis engagé politiquement parce que je crois qu'il est possible de construire un Gabon qui soit meilleur et dans lequel il fasse bon vivre pour tous les Gabonais. Effectivement, depuis quelques semaines, un peu plus d'un mois, je suis sur le terrain. Je rencontre les populations gabonaises. L'idée pour moi, c'est que les gens doivent être conscientisés et ils doivent être organisés pour décider de ce que le Gabon de demain va être. En fait, je sillonne la ville de Libreville pour dire aux Gabonais qu'il n'y a pas de fatalité et que notre futur ou notre avenir, c'est à nous de décider de ce qu'il va être. C'est à nous de décider de ce qu'il va être. Effectivement, c'est sorti de terrain. Évidemment, on imagine que vous parlez du combat politique qui est le combat de votre formation politique. Une question quand même quelque peu indiscrète. Votre leader, vous avez de ces nouvelles? Bon, déjà, c'est important de dire que je suis Mike Jotkan
et que je suis membre de l'Union nationale. L'Union nationale, c'est notre parti de masse qui est dirigé avec beaucoup de détermination par le président Zachary Mboto, que je salue d'ailleurs à cette occasion. C'est un secret pour personne que j'ai été un des principaux acteurs au moment de la campagne d'André Mbobam en 2009. C'est avec lui que mon engagement politique a pris une dimension plus importante. André Mbobam est malade, très malade. Et il a fait le choix de rendre public son état de santé. Ça veut dire qu'André Mbobam n'a pas voulu qu'il y ait mystère autour de sa situation. La photo qui a été publiée, à l'époque, je crois dans l'Écho du Nord, ne l'a pas été frauduleusement. Il était d'accord que les Gabonais sachent. C'est important de savoir qu'André Mbobam n'est pas malade parce qu'il a fait un accident de voiture ou parce qu'il est tombé à vélo. André Mbobam est malade, je l'avais déjà dit, et lui-même d'ailleurs l'avait dit quelques mois auparavant, il a été empoisonné. La maladie d'André Mbobam est directement liée à son combat pour un Gabon libre. C'est parce que André Mbobam a refusé de continuer avec le système dans lequel il était. C'est pour ça qu'André Mbobam aujourd'hui est dans l'état de santé dans lequel il est. Je veux faire une petite parenthèse. Parce que l'image que j'ai à l'esprit maintenant, c'est l'image de personnes qui sont ensemble dans un bus. Et puis il y a un chauffeur dans le bus. Chaque fois qu'on arrive à l'endroit des feux de signalisation, le feu est rouge, il ne s'arrête pas, il brûle le feu. Quand il voit une voiture qui roule lentement, il accélère comme s'il veut aller cogner cette voiture. Il ne respecte pas le passage clouté des piétons. Bref, il conduit de façon extrêmement dangereuse. On sait qu'au bout de la route, il y a une falaise. Ou bien il y a un mur. Dès que la possibilité est donnée à certains de sauter hors de ce bus, ils vont le faire. C'est ce qu'André Mbobam a fait. Il a sauté du bus du PDG parce qu'il voyait bien que le PDG était en train d'emmener le Gabon dans un mur. Pour avoir fait ce choix, ses opposants politiques considèrent qu'il n'a pas droit à la vie. Voilà pourquoi il est aujourd'hui dans cette situation. Maintenant, André Mbobam, malade. La dernière fois que j'ai parlé avec lui et que nous étions côte à côte, il m'a dit, Mike, je n'ai pas renoncé au combat. Il m'a dit, dis aux Gabonais que j'irai jusqu'au bout. Tant qu'André Mbobam aura un souffle de vie, ce souffle de vie sera utilisé pour remettre le Gabon dans les rails du bon développement et du bon vivre pour tous. Tant qu'il aura un souffle de vie, il utilisera ce souffle de vie pour combattre le système qui aujourd'hui nous avilit et nous plonge dans la misère. Si on doit caricaturer de façon simple, qu'est-ce que vous dites à ces partisans qui continuent de l'attendre avec impatience? Mais écoutez, André Mbobam m'a dit quelque chose de très important. Il a dit, ne m'attendez pas. Il faut que, au niveau du Gabon, on sorte de cet esprit, cet état d'esprit qui, effectivement, est le fruit de la misère. Il faut qu'on sorte de cet état d'esprit qui consiste à penser que nous avons besoin d'un sauveur et d'un messie. Le Gabon qui doit se faire, c'est les Gabonais qui vont le faire. Maintenant, effectivement, les Gabonais ont besoin pour s'organiser qu'il y ait un leader, qu'il y ait des leaders. Un mot, André Mbobam est un de ces leaders. Mais quand il est indisponible, ça ne doit pas empêcher aux Gabonais de continuer d'espérer, de continuer à travailler, de continuer à être sur le terrain. Donc, on retient donc, Patrick, que André Mbobam est indisponible pour le moment. Donc,
il peut revenir à n'importe quel moment. Maintenant, révérend, puisque 52 minutes, ça va très vite parfois, surtout quand les échanges sont enrichissants. Mais seulement, aujourd'hui, l'opposition parle de front uni pour l'alternance. De l'autre côté, il y a l'union des forces pour l'alternance. En tout cas, deux partis qui, au finish, prônent l'alternance, le front pour l'alternance, l'union des forces pour l'alternance. Est-ce qu'aujourd'hui, cette opposition, puisque vous adhérez, vous êtes membre de l'Union nationale dissoute, votre président s'est engagé à adhérer au front, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à tendre la main aux autres de l'Union des forces pour l'alternance, pour unifier cette opposition dont clament tant les Gabonais? Bon, alors ce qui est important déjà, c'est de savoir comment est-ce que le Front uni de l'opposition s'est créé. Ce sont des personnalités, des personnes qui ont occupé des fonctions importantes ou qui représentent des structures importantes actuellement, qui se sont mis d'accord pour dire il faut que nous combattions ce régime parce que ce régime est un mauvais régime. C'est un régime qui emmène le Gabon, en fait qui fait courir de grands risques au Gabon et qui emmène le Gabon droit au mur. Ils se sont mis ensemble pour ça. Ensuite, ils ont dit, nous pensons qu'à cause des échéances de 2016 qui arrivent, il faudra que nous nous mettions d'accord, en dépit de nos différences, que nous nous mettions d'accord pour avoir un seul candidat. Après avoir pris cette décision, ils ont fait une sortie publique. Et ils ont dit que tous ceux qui veulent se joindre au Front uni viennent. En sachant que comme le Front uni est une affaire sérieuse, nous ne voulons pas ceux qui se sont singularisés au cours des années par leur capacité à faire le yo-yo, par leur capacité à avancer, reculer. Ils sont dans l'opposition une semaine, ils sont avec le pouvoir la semaine d'après, ou bien par leur capacité à prendre des engagements qu'ils ne respectent pas. Donc, je veux dire ceci, le Front uni est une structure qui est ouverte et tous ceux qui sont pour le changement véritable sont appelés à y adhérer. Je sais qu'il y a des discussions actuellement qui sont en cours avec l'UFA, notamment, et avec d'autres acteurs majeurs. Le moment venu, on en reparlera. La vie politique gabonaise. Maintenant, ce que j'ai envie de dire, c'est que moi, Mike Joktan, je suis pour la candidature unique de l'opposition. Okay? Naturellement, je suis pour que cette désignation se fasse par des voies démocratiques, que ce ne soit pas des arrangements d'écurie ou de bureau, mais qu'on consulte effectivement les Gabonais pour savoir qui sera le plus à même de porter les ambitions des Gabonais face à Ali Bongo, qui certainement, je sais qu'il ne s'est pas encore déclaré aujourd'hui, mais qui certainement sera le candidat d'en face. Voilà. Très rapidement, une question. Est-ce que, deux dernières questions. Pour les populations, est-ce que vous n'avez pas peur, parce que les populations sont inquiètes, est-ce que vous n'avez pas peur pour votre sécurité? Première question. Deuxième question, est-ce que ce Front uni pour l'alternance, quelle est la garantie que ce front ne soit pas un PDG bis? Bon, déjà, je réponds à la deuxième question. C'est important que nous grandissions dans notre façon de penser. Notre âge mental doit évoluer. Ceux qui ont été au PDG et qui, j'en sais rien, peut-être, peuvent être considérés comme comptables de la situation actuelle, s'ils ont décidé de quitter le PDG pour se joindre à la grande majorité des Gabonais qui veulent un Gabon différent, moi je pense que nous devons les accueillir et nous devons leur faire de la place. Ensuite, le principe de l'élection, c'est que le droit de vote ou le pouvoir, il est entre les mains du peuple. Le peuple doit choisir le candidat d'opposition le plus adéquat. Et si le candidat est mal choisi, le peuple aura la latitude, dans le cadre des élections, de le sanctionner. Ils sanctionneront sur la base de ce que sont les gens qu'on aura mis en face d'eux. Pour ce qui est de ma sécurité, vous savez, on a essayé de me tuer beaucoup de fois. Je sais que quand j'en parle,
On m'explique que c'est parce que je recherche une médiatisation et qu'en réalité, je ne représente pas grand-chose. Mais moi, je suis engagé, je suis pleinement engagé. Quand on a une raison de vivre, on a aussi une raison de mourir. Quand on a une raison de vivre, on a une raison de rêver. Évêque, nous avons une question d'un téléspectateur. Il y a la lettre du continent, il y a Écho du Nord qui se permettent de fouiller dans les sacs de nos dirigeants. Est-ce normal? Plus simplement possible. Quand on a une raison de vivre, on a aussi une raison de mourir. Cette question qui concerne la vérité des diplômes d'Ali Bongo est une question importante. Parce que si effectivement, pour être président, il n'y a pas besoin de diplôme. Okay? Pour être président, il faut avoir été élu. Bon, malheureusement pour lui, ce n'est pas son cas. Mais pour être président, ce n'est pas un diplôme. Il faut être élu. Mais pour prétendre diriger un peuple, il y a des qualités minimum que l'on recherche, notamment la probité morale, notamment l'intégrité, notamment l'honnêteté. Du moins, nous avons tous des faiblesses, des fautes, mais quand on exerce ce type de fonction, on doit être le plus proche possible de l'irréprochable. Alors, les doutes qui existent sur ce monsieur sont quand même importants. Aujourd'hui, il y a des doutes par rapport à son acte de naissance. Okay? Apparemment, cet acte de naissance ne répond pas aux critères d'un acte de naissance acceptable. Aujourd'hui, on nous dit qu'on ne sait pas s'il est diplômé en géographie ou s'il est diplômé en droit. Le site de la présidence de la République annonce qu'il est diplômé en droit, mais sans donner des précisions suffisamment claires pour permettre la vérification. Bon, le centre, je crois que c'est le centre de Nanterre, qui centralise toutes les thèses qui ont été faites en France, lui reconnaît un travail en géographie sur le transgabonais, mais sans donner le nom de son directeur de thèse, alors que c'est une information obligatoire depuis 1984. Moi, je crois que par rapport à ça, il doit venir s'expliquer comme il doit s'expliquer pour ce qui est de la question de son acte de naissance. Maintenant, est-ce que nous devons fouiller dans la poubelle de la vie de nos concitoyens? Je dis non. Mais sauf que quand on exerce des fonctions publiques ou quand on aspire à exercer à ce niveau-là, on doit accepter un minimum de transparence. Et en ce qui concerne ces diplômes, le ministre des Affaires étrangères gabonais disait que c'était de la distraction. Est-ce que vous comprenez cette sortie? Mais écoutez, vous savez, aujourd'hui au Gabon, le ridicule ne tue plus. Okay? Et pour peu qu'on occupe des fonctions, on peut se permettre de dire tout et n'importe quoi. On a l'impression que de toutes les façons, les Gabonais ne comprennent rien à tous ces débats, et ce n'est pas le cas. Parce que quand vous sillonnez les quartiers comme moi je le fais, vous vous rendez compte que la colère des Gabonais, elle est de plus en plus grande, parce que les Gabonais en ont marre d'être pris pour... Voilà. Et c'est le dernier mot, sans doute, de l'évêque Mike Jortan que nous avons eu sur ce plateau aujourd'hui, ce soir. Joël Franck Nkoulou et moi, nous l'avons entretenu sur pas mal de questions sur sa vie politique, religieuse, mais également sur des questions d'actualité. Merci pour votre confiance, merci pour votre fidélité, mais surtout, merci de nous accorder ce temps pour pouvoir effectivement donner la possibilité aux hommes politiques, aux hommes d'État, pourquoi pas, de venir être ici face à vous. À la semaine prochaine.